Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui est le premier de la série de webinaires organisés par l'ICANN et le FGI Côte d'Ivoire. Si vous m'entendez bien, vous pouvez le signaler dans le chat, s'il vous plaît. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer notre webinaire par une première présentation pour situer un peu le contexte de cette série de webinaires que nous aurons tout au long des 3 mois qui viennent. Et on pourra ensemble voir comment est-ce que la formation sera organisée, quels sont les acteurs qui interviennent ou qui interviendront tout au long de cette formation. Alors, moi, je m'appelle Eva et je suis membre de FGI Côte d'Ivoire. Et FGI Côte d'Ivoire qui veut dire Forum sur la gouvernance de l'Internet. Alors, qui sommes-nous? Le FGI Côte d'Ivoire, c'est une organisation à but non lucratif qui travaille un peu dans le sens de mettre en place une plateforme de dialogue entre les divers acteurs de parties prenantes. Et quand on parle de parties prenantes, on fait allusion à la société civile, à la communauté technique, la communauté académique, le secteur privé et le secteur public. Alors, cette organisation a pour objectif de créer une sorte de dialogue, une sorte de plateforme d'interaction entre ces différents acteurs pour l'évolution de l'Internet. Et comme le nom l'indique, FGI Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est plus focalisé sur la Côte d'Ivoire. Alors, nos activités, nous organisons des forums, des séminaires comme celui auquel vous participez actuellement, des webinaires et des activités sur le renforcement des capacités et aussi des campagnes de sensibilisation sur la bonne utilisation de l'Internet. Alors, pour rejoindre les forums de la gouvernance de l'Internet, le FGI Côte d'Ivoire, c'est gratuit et il n'y a pas de frais d'adhésion. Alors, toutes les personnes qui sont intéressées, qui voudraient rejoindre cette initiative, participer à nos activités ou à nos campagnes de sensibilisation auprès des jeunes, des femmes rurales, vous pouvez nous rejoindre. Et il y a Yvette et Abiba qui sont dans le chat qui pourront vous assister. Alors, comment est-ce que se déroulera le programme de formation organisé avec le concours de l'ICANN? Alors, il faut dire que cette formation se déroulera en 6 modules qui sont partagés, je peux dire, en 3 grands modules. Les 3 premiers modules, ce sont des modules de présentation, d'introduction pour mieux vous situer le domaine ou les notions techniques de DNS, du fonctionnement des DNS et de tout l'écosystème des adresses IP, des ASN. Et le second volet, les 3 derniers modules seront encore plus techniques avec des notions sur le root server, les DNSSEC. Alors, pour pouvoir mieux vous approprier cette formation, je vous invite à suivre tous les différents webinaires qui seront présentés. Alors, nos webinaires se feront chaque 2 semaines pour vous donner le temps de mieux assimiler, digérer et aussi pour que votre emploi du temps ne soit pas trop coincé. Alors, ce sera des webinaires de 1 heure maximum, tout au plus 15 minutes avec les questions. Donc, 1h15. Et comme vous pouvez le constater, nous serons très à cheval sur l'heure. Et 15h30, on commencera déjà. On n'aura pas de temps mine de retard, voilà, pour que nous puissions finir dans les délais. Alors, à chaque webinaire, on vous demandera de vous inscrire parce que c'est très important pour nous qu'on puisse à chaque fois avoir une visibilité sur les personnes qui participent à nos formations afin de pouvoir mieux faire le suivi. Alors, comme je vous l'ai dit, nous aurons 6 modules qui sont présentés sur ce slide. Qu'est-ce que l'Internet pour le premier module que nous aurons aujourd'hui. Et le prochain webinaire, ce sera le DNS, comment ça marche, qui se fera en 2 parties. Et pour ce prochain webinaire, vous aurez encore à vous inscrire où nous vous partagerons bien sûr l'information sur nos différents canaux que je présenterai dans le slide suivant. Alors, comme je le disais, les 3 premiers
modules, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Internet, le DNS, comment ça marche et introduction au root server sont des modules qui sont obligatoires pour que vous puissiez comprendre les 3 modules puis suivants qui sont introduction à DNSSEC, vulnérabilité et abus du DNS, DNSSEC dans la pratique. Alors, comment participer à nos différents webinaires? C'est simple, il suffit juste de remplir le formulaire que vous pouvez récupérer à partir de la semaine prochaine ou tout au plus samedi pour le prochain webinaire sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter. Vous pouvez nous envoyer un message sur ces différents canaux ou encore email à info@lgi.ci ou encore sur notre numéro WhatsApp qui est le 48 33 15 30 avec l'indication 225. Un instant, j'ai oublié quelque chose. Il faut dire que nos webinaires seront présenté par un spécialiste qui est Yazid Akao, qui est spécialiste en engagement technique de l'ICANN. Il se chargera de faire toute cette série, nous accompagnera tout au long de cette série de webinaires. Et soyez aussi très à l'aise quand il s'agira de poser des questions. Si vous ne comprenez pas, vous pourrez poser des questions. Yazid est entièrement à votre disposition. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Vous avez nos différents canaux d'information, Facebook, Twitter, email, auxquels vous pourrez nous envoyer des messages, interagir avec nous au besoin. Sur ce, Yazid, je vous passe l'antenne et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Eva. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes d'abord. Bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez également 5 sur 5. Veuillez donc confirmer si vous me recevez dans le chat. Super, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, merci à Eva pour la présentation introductive. Je te passe donc la main pour la gestion de la file d'attente, s'il te plaît. Merci. Donc, comme Eva l'a dit, nous allons aborder en fait la première, je vais dire, présentation, la première session de cette série donc de différentes présentations et formations qui vont se dérouler ces prochaines semaines. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec le FGI Côte d'Ivoire, avec le président et l'ensemble de l'équipe. Ça fait plaisir. Peu importe où on se trouve, je pense que nous utilisons tous Internet et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir travailler ensemble pour que Internet puisse continuer à exister et continuer à se développer. Donc, je pense que nous allons aborder 4 points essentiels au cours de cette présentation d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va voir ce qu'on appelle les identifiants d'Internet. Vous les connaissez déjà pour la plupart, mais parfois, c'est souvent bien de refaire, je vais dire, les choses depuis la base pour comprendre la cohérence et le fil conducteur qu'il y a donc entre les différents éléments. Après, on va brièvement voir comment se fait le routage sans rentrer. Encore une fois, la présentation d'aujourd'hui n'est pas vraiment technique, surtout pas. C'est vraiment dans un langage très simple et cohérent pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. Donc, troisièmement, on va voir comment est-ce que les identifiants sont distribués, les fameux identifiants que nous aurons vus au point 1. Et puis enfin, quels sont les acteurs qui interviennent donc dans ce fonctionnement d'Internet. Et puis quelques petites suggestions pour ceux qui sont intéressés donc, à pouvoir participer à cette, je vais dire, gouvernance ou à cette coordination du fonctionnement d'Internet de façon générale. Donc, sans plus tarder, la plupart du temps, les gens pensent que Internet, c'est juste
un câble auquel il faut se connecter et puis on a la connexion. Et il faut juste, en fait, une fois qu'on est connecté au câble et qu'on veut aller sur un site web, bon, on tape le site web et puis il y a une magie qui s'opère et on a le résultat. Oui, c'est vrai que quelque part, c'est peut-être une magie, mais Internet, c'est un ensemble d'infrastructures, en fait. Et ce n'est pas quelque chose qui vit tout seul ou qui fonctionne tout seul. Non. Internet, ça s'entretient. Internet, ça se développe. Internet, pour que ça fonctionne, c'est beaucoup de travaux qui se font ensemble. Mais la plupart du temps, les gens ne comprennent pas cela, les gens ne savent pas cela. Et donc, dans la réalité, Internet, d'abord, pour commencer, c'est un ensemble de réseaux qui sont interconnectés. Donc, on dit souvent que Internet, c'est le réseau des réseaux parce que c'est beaucoup de réseaux ensemble qui acceptent de s'interconnecter. Donc, vous pouvez avoir votre propre réseau et fonctionner sans être connecté à Internet. Ce n'est pas une obligation. Mais une fois que vous acceptez donc de vous interconnecter ou d'interconnecter votre réseau à Internet, c'est que vous acceptez non seulement de partager ce que Internet a, mais également de mettre à disposition de Internet ce que vous avez. Donc, si vous voyez bien qu'il y a une relation en fait de partage entre ce que vous apportez aux autres et ce que les autres vous apportent, donc ce que vous allez chercher chez les autres. Aujourd'hui, de façon globale, il y a plus de 90 000 réseaux qui sont interconnectés entre eux et qui forment le vaste Internet que nous connaissons aujourd'hui. Ces réseaux-là sont identifiés par ce qu'on appelle les numéros de système autonome. On va voir ça un peu plus tard tout à l'heure. Donc, chacun contrôle et chacun gère son réseau. Mais de façon globale, pour Internet, il n'y a pas de contrôle centralisé. Il n'y a personne qui puisse dire que lui, il a la main mise sur le fonctionnement d'Internet. Non. Et on va le voir aussi un peu plus tard, au fur et à mesure. Internet même a été pensé de façon à ce qu'il n'y ait pas une seule personne ou une seule entité qui est le monopole de son fonctionnement. Donc, vous avez peut-être le monopole du fonctionnement de votre réseau, de votre infrastructure interne. C'est vous qui décidez les firewalls, les règles que vous allez fixer sur les firewalls. C'est vous qui allez décider qui peut accéder à tel serveur ou pas, telle ressource ou pas, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'Internet, eh bien, ce n'est pas une seule personne qui décide cela. Ce n'est pas une seule structure, une seule entité qui décide cela. Et pour participer à Internet, c'est de façon complètement volontaire. C'est sur la base de la confiance en fait que Internet est né à la fin des années 1960, au début des années 70. C'était vraiment sur la base de la confiance. C'était d'abord des chercheurs, des universitaires qui acceptaient de s'interconnecter entre eux. Et puis petit à petit, le réseau s'est étendu au-delà des frontières américaines jusqu'en Europe. Alors, on va aborder les identifiants Internet. Et peut-être que ça va surprendre certains, mais ne soyez pas surpris. Le premier identifiant qu'on va aborder, c'est l'adresse MAC. L'adresse MAC, Medium Access Control. Et vous allez voir plus tard pourquoi, en fait. Ensuite, on va voir les adresses IP, les numéros de système autonome et les noms de domaine. Et puis, on verra, en fait, comment est-ce que tous ces identifiants-là sont gérés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle en fait un identifiant Internet? On a dit tout à l'heure que Internet est constitué de plusieurs réseaux qui sont interconnectés entre eux. Les opérateurs, ils utilisent en fait sur ce réseau, ce grand réseau Internet-là, essentiellement deux protocoles de transport. D'accord? Donc, pour pouvoir acheminer les informations, on utilise soit le TCP/IP, qu'on appelle protocole de transport orienté connexion. Donc, quand vous établissez une connexion entre votre ordinateur et, par exemple, le serveur de Facebook, et que c'est TCP/IP qui est utilisé, eh bien, tout le chemin là, en fait, TCP/IP va pouvoir faire le contrôle, d'accord, de toute la communication entre votre ordinateur et le serveur de Facebook. Mais quand vous utilisez le deuxième protocole qui s'appelle UDP, là, il n'y a vraiment pas de mécanisme de contrôle, il n'y a pas du tout de contrôle. Donc, c'est vraiment, comme on le dit, c'est le best effort. C'est ce que je suis capable de faire. Donc, le réseau
Le réseau fait ce qu'il est capable de faire. Imaginez un peu que vous voulez prendre, par exemple, un bus, vous voulez quitter Abidjan pour venir à Cotonou, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience une fois, ou même peut-être un taxi ville. Alors, imaginez que le taxi ou le bus ne vous dise pas en fait les différentes étapes auxquelles vous êtes. Mais vous ne savez pas en fait. Vous savez juste que vous voulez arriver à Cotonou, mais vous ne connaissez pas les différents points intermédiaires sur le trajet, etc. Donc, vous voyez, TCPI fait un peu comme cet assistant du chauffeur qui sera capable de vous dire, attention, on est à tel endroit, il y a du trafic devant, c'est bouché devant, on va passer par un autre chemin, etc. Bref, il vous met en confiance et vous savez ce que vous êtes en train de faire. Alors que peut-être vous prenez une autre compagnie de transport, il ne vous passe aucun message de communication, il ne vous file aucune information. C'est seulement quand vous êtes à la destination qu'il vous dit, ah, en fait, vous êtes à la destination. Ou bien, imaginez qu'il y a un problème et que vous ne soyez pas capable d'arriver à la destination. C'est vraiment à la fin qu'il va vous dire, ouf, en fait, je ne pouvais pas vous le dire depuis, mais vous ne pouvez pas arriver à la destination. C'est une catastrophe. Donc, malheureusement, il y a je ne vais pas dire malheureusement, mais il y a des types de communication pour lesquels UDP est intéressant. D'accord? Et il y a des types de communication pour lesquels vraiment TCP est important pour pouvoir surveiller donc la communication qui est en train de se passer. Et s'il y a des erreurs, par exemple, ou bien s'il y a des problèmes, comment faire pour corriger rapidement et permettre à la communication de continuer. Et puis, vous voyez, c'est beaucoup d'ordinateurs et de ressources qui sont sur ce vaste réseau-là. On a dit, par exemple, que c'est plus de 90 000 réseaux qui sont connectés ensemble pour pouvoir faire Internet. Mais comment on fait pour pouvoir identifier chaque réseau? Comment on fait pour connaître le réseau de la Côte d'Ivoire, du réseau du Bénin, encore que même dans chaque pays, il y a plusieurs différents réseaux. Vous pouvez avoir Orange, vous pouvez avoir MTN, etc., etc. Donc, il y a ce qu'on appelle des identifiants qui vont permettre de pouvoir savoir à qui on est en train de parler. Que ce soit du point de vue du réseau, donc on va voir les numéros de système autonome, c'est des chiffres qui permettent de pouvoir identifier le réseau. Mais les ordinateurs eux-mêmes ont ce qu'on appelle des numéros, d'accord? Donc, chaque ordinateur a un numéro et permet donc de pouvoir être identifié. Alors, je vais revenir donc au premier identifiant qui s'appelle l'adresse MAC, le Medium Access Control. C'est en fait un identifiant qui permet de pouvoir connaître un matériel. Donc, chaque équipement, chaque matériel a en fait une adresse MAC. Quand c'est un matériel électronique, bien sûr, il a une adresse MAC. Donc, par exemple, votre carte réseau Wi-Fi, votre carte réseau filaire sur laquelle vous branchez le fil, votre carte Bluetooth quand vous activez le Bluetooth, ou bien même la carte sur votre téléphone qui permet de se connecter au réseau mobile, ça a aussi une adresse MAC. Donc, les adresses MAC, en fait, sont assignées par le fabricant, le constructeur de l'équipement. Et généralement, ils sont sur 48 bits. Donc, la première moitié, les 24 premiers bits permettent de connaître l'équipementier. Est-ce que c'est Semiconducteur qui a fabriqué l'équipement? Est-ce que c'est Alcatel? Est-ce que c'est Apple? Est-ce que c'est Samsung? Est-ce que c'est Huawei? Etc., etc. Donc, chaque équipementier a un 28 bits, d'accord, pour pouvoir dire que c'est lui. Et les 24 bits et les 24 autres bits permettent de pouvoir numéroter les différents équipements qu'ils ont fabriqués. Bon, pour ceux qui veulent connaître leur adresse MAC, vous pouvez vous amuser à faire ça rapidement sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur, il n'y a pas de problème. Bon, quand vous allez recevoir la présentation, vous pouvez repartir sur ce slide pour pouvoir le faire. On ne va pas faire du temps ici pour le faire. Donc, il y a aussi un exercice pour ceux qui ont envie d'aller voir sur leur ordinateur à quoi ça ressemble. D'accord? Et vous pouvez aller sur le site web qui apparaît ici, whatismyip.org/MAC address lookup. Ça permet en fait de pouvoir connaître les adresses MAC. Donc, quand vous retrouvez votre adresse MAC avec le ifconfig qui est en haut,
Vous pouvez aller coller ça maintenant sur ce site web et il va vous dire, ah, votre adresse MAC là, en fait, c'est Apple qui a fabriqué l'équipement. Non, c'est Samsung qui a fabriqué l'équipement, etc., etc. Ensuite, les adresses IP, les fameuses adresses IP, Internet Protocol. Donc, les adresses IP, c'est en fait ce qui permet de pouvoir identifier les machines sur le réseau. Les machines, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des téléphones aujourd'hui. Donc, quand vous connectez votre téléphone à votre réseau Wi-Fi à la maison ou bien au bureau, il va recevoir une adresse IP. Donc, tout équipement qui est connecté à un réseau informatique va recevoir une adresse IP. D'accord? C'est l'adresse IP qui est l'élément par lequel on arrive à échanger dans un réseau informatique. Comme dans un réseau téléphonique, on utilise par exemple le numéro de téléphone. D'accord? Et quand vous allez d'un pays à un autre, ça peut être sur 8 chiffres, ça peut être sur 10 chiffres ou bien sur 11 chiffres ou sur 6 chiffres. Bon, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de 6 chiffres aujourd'hui. Mais les adresses IP, il y en a de deux catégories. Il y a la catégorie courte qu'on appelle adresse IPv4, qui est le modèle qui s'affiche à l'écran là dans le premier exemple. IPv4, donc c'est une série de 4 chiffres. D'accord? Généralement, c'est de 0 jusqu'à 255. Donc, chaque nombre, d'accord, est souvent entre 0 et 255. Ça, c'est les adresses IPv4. Bon, malheureusement, les adresses IPv4, c'est les premières séries d'adresses au début d'Internet. On ne savait pas qu'un jour, ça pourrait finir. Comme Internet a tellement grandi aujourd'hui, on a commencé par se rendre compte que, aïe, attention, les adresses IPv4, ça ne suffira plus. Pour ceux qui ont vu, par exemple, sur les réseaux téléphoniques, dans beaucoup de pays, les réseaux téléphoniques avaient commencé peut-être par 6 chiffres, et puis après, on a fait plein de renumérotation, et certains opérateurs sont passés à 8 chiffres, d'autres sont passés à 9 chiffres, 10 chiffres, etc. Parce qu'ils ont commencé par se rendre compte que le nombre de clients, le nombre d'abonnés qu'ils avaient sur leur réseau devenait grand. Et du coup, il fallait augmenter le nombre de chiffres pour le numéro de téléphone afin de pouvoir permettre à de nouveaux clients d'arriver sur le réseau. C'est exactement le même problème qui s'est posé pour IP. Et donc, on a remplacé IPv4 par ce qu'on appelle maintenant les adresses IPv6. D'accord? Et IPv6, au lieu d'être sur 32 bits, c'est maintenant sur 128 bits. Donc, la longueur des nouvelles adresses IP, c'est 4 fois l'ancien format d'adresse IP. D'accord? Et ça permet d'adresser beaucoup de milliards de machines maintenant. On parle de 340 en décillions d'adresses. Honnêtement, ce n'est pas facile à calculer. Et quand vous divisez même par les 7 milliards de personnes qui existent aujourd'hui, on trouve que chaque personne aura plusieurs milliards d'adresses IP aussi. Donc, c'est vraiment énorme. Alors qu'en IPv4, il y avait juste 4,2 ou 4,3 milliards d'adresses IP qui étaient disponibles. Donc, c'était vraiment très peu. Alors, pour obtenir les adresses IP, j'avais déjà tout à l'heure, la plupart du temps, pour faire très facile, parce que les gens ne connaissent pas trop les réseaux, c'est les techniciens qui font ça. Votre ordinateur va juste demander à un équipement dans le réseau, « Hey, mon ami, je veux me connecter à ton réseau, donne-moi une adresse IP parce que j'ai besoin de l'adresse IP pour pouvoir envoyer mes informations. » Et donc, le réseau est déjà configuré pour pouvoir détecter quelqu'un qui demande une adresse IP et pouvoir donner l'adresse IP. On parle de DHCP, d'accord? C'est un protocole qui permet de façon automatique de donner une adresse IP à un nouveau équipement qui vient dans le réseau. Mais vous pouvez aussi faire ça manuellement. Si vous connaissez, si vous savez faire ça, vous pouvez taper et configurer votre équipement et lui donner l'adresse que vous voulez vous-même à votre équipement. Bien sûr, vous allez lui donner l'adresse en fonction de comment est-ce que le plan d'adressage est fait ici. C'est un peu comme quand vous êtes dans une famille, par exemple. Vous voyez, forcément, le nom de famille, on dit par exemple que c'est le nom du père. Bon, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais je pense que c'est souvent comme ça. Donc, le nom de famille de l'enfant, c'est forcément le nom de famille du père. D'accord? Maintenant, chacun va apporter peut-être le papa, la maman, la tante, chacun va apporter un prénom. Mais on va dire, attention, c'est dans quel ordre que ça doit se faire. Bref, il y a des règles en fonction de chaque famille. C'est à peu près comme ça.
Donc, si vous voulez connaître votre adresse IP aussi, vous pouvez aller retourner sur ce slide-là plus tard et vous allez pouvoir faire le test vous-même et vous allez pouvoir détecter votre adresse IP si vous voulez connaître ça. Alors, dans un réseau local, donc j'avais dit tout à l'heure, quand votre téléphone, vous avez détecté un Wi-Fi, vous êtes arrivé chez un ami, vous avez détecté un Wi-Fi. Ah, effectivement, bon, je veux profiter de son Wi-Fi, je vais me connecter. En fait, à l'intérieur du réseau, ce n'est pas vraiment l'adresse IP qui est utilisée, d'accord? C'est l'adresse MAC qui est utilisée. L'adresse MAC qu'on avait vu tout à l'heure qui est sur 48 bits et qui permet d'identifier chaque équipement. C'est l'adresse MAC qui est utilisée. Mais quand votre ordinateur ou votre téléphone veut parler à une ressource, à un autre ordinateur qui est en dehors du réseau dans lequel vous êtes connecté là, donc vous voulez parler à un ordinateur qui n'est pas sur le même Wi-Fi que vous, là maintenant l'adresse IP est vraiment très, très importante. Donc pour toutes les communications en interne, votre ordinateur va souvent demander en fait, hey mon ami, je cherche l'adresse MAC de celui qui a cette adresse IP là. Parce que c'est l'adresse MAC qui est importante pour lui. Ce n'est pas vraiment l'adresse IP qui est. L'adresse IP est importante pour lui, mais l'adresse MAC l'est encore plus. D'accord? Donc, il va toujours demander, oh, je cherche l'adresse MAC qui est associée à l'adresse IP là. Je cherche l'adresse MAC qui est associée à l'adresse IP là. Alors, quand vous voulez sortir de votre réseau, on a dit tout à l'heure que l'adresse IP est vraiment très importante. D'accord? Ce n'est plus l'adresse MAC qui est tellement utilisée. Sachez que les équipementiers ou les designers de réseau ont réfléchi à définir ce qu'on appelle des adresses IP globales et des adresses IP locales. Donc, les adresses IP locales, c'est ce que vous pouvez utiliser à l'intérieur de vos Wi-Fi, à la maison et au bureau. Mais ça ne va pas sur Internet, ces adresses-là. D'accord? Et vous pouvez réutiliser ça partout dans vos petits réseaux. Donc, vous pouvez faire un réseau à la maison, vous pouvez faire un petit réseau au bureau, dans la cafétéria, il n'y a pas de problème. Mais pour aller sur Internet, ces adresses locales-là ne peuvent pas aller sur Internet. C'est les adresses globales qui vont sur Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet, on a vraiment besoin d'identifier de façon unique une entité. Chaque entité, on a besoin de pouvoir l'identifier. Donc, on ne va pas vraiment réutiliser une adresse pour plusieurs entités. Mais malheureusement, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'en IPv4, il y avait rapidement eu le problème de la pénurie d'adresses. Malheureusement, il y a eu une technique qui est apparue et qui a fait que, bon, on voulait économiser les adresses et on a commencé par dire, bon, 5 personnes peuvent utiliser la même adresse IP pour aller sur Internet, 10 personnes peuvent utiliser la même adresse pour aller sur Internet, mais ce n'est pas vraiment recommandé. Donc, pour ceux qui ont des réseaux, essayez de ne pas faire ça. Ça s'appelle le NAT. Ce n'est pas vraiment cool. Essayez plutôt peut-être, par exemple, d'augmenter votre parc d'adresse IP ou bien de passer en IPv6 pour que vraiment, quand chacun va sur Internet, qu'on puisse l'identifier de façon claire. Et comme on l'avait déjà abordé tout à l'heure, c'est plus de 90 000 réseaux qui sont interconnectés ensemble pour faire Internet. Et ces réseaux sont identifiés par ce qu'on appelle le numéro de système autonome. Donc, Google a son numéro de système autonome, ICANN a son numéro de système autonome, Orange Côte d'Ivoire a son numéro de système autonome, MTN Côte d'Ivoire a son numéro de système autonome, etc., etc. D'accord? Et les numéros de système autonome, bon, il y en a de 2 catégories. En fait, la première catégorie était sur 32 bits. Mais après, il y en a eu sur 64 bits parce que aussi les réseaux ont commencé par grandir. Et vous pouvez aller sur ce lien, www.iana.org assignment, ASNumber, XML, HTML, et vous allez voir comment est-ce que les adresses, les numéros de système autonome sont répartis dans le monde. D'accord? Comment est-ce que c'est réparti? Donc, on sait quels sont les numéros de système autonome qui sont pour l'Afrique. On sait quels sont les numéros de système autonome qui sont pour l'Europe. Quels sont les numéros de système autonome qui sont pour les réseaux de l'Asie, etc., etc.
Donc, pour ceux qui manipulent souvent ça, c'est les administrateurs système, c'est les administrateurs réseau IP. Et souvent, quand ils voient un numéro d'AS tout de suite, bon, ils savent que ah, ce réseau-là, c'est un réseau européen, c'est un réseau africain, etc. etc. Bon, ce n'est pas forcément évident, mais à force de travailler avec ça, on le sait souvent. Et c'est avec ça maintenant qu'on va pouvoir faire le routage sur Internet. Donc, les numéros de système permettent de pouvoir router un réseau vers un réseau vers un autre réseau, etc. etc. D'accord? Et pour ceux qui veulent vraiment connaître leur adresse IP lorsqu'ils sont sur Internet, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez aller visiter un site web qui s'appelle whatismyip.org et il va vous afficher en fait l'adresse IP publique, d'accord, que vous êtes en train d'utiliser. Donc, souvenez-vous, on avait dit quand vous partez sur Internet, vous utilisez une adresse IP publique, mais quand vous êtes à l'intérieur de votre réseau local, parce que c'est un réseau privé à vous, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une adresse IP privée. Mais cette adresse IP privée ne va pas en fait sur Internet. D'accord? Donc, ceux qui sont curieux et qui veulent connaître leur adresse IP, vous pouvez même déjà taper ce lien-là dans votre navigateur et vous allez voir l'adresse IP que vous êtes en train d'utiliser actuellement. Et quand vous allez changer de réseau, vous allez peut-être vous déplacer et arriver à la maison le soir. Vous pouvez réessayer ça, vous allez voir que votre adresse IP a changé. Donc, on va laisser l'exercice. Alors, quand vous voulez aller sur Internet, vous tapez www.facebook.com ou bien www.orange.ci, d'accord, ou bien mtn.ci parce que vous voulez aller sur le site web de MTN Côte d'Ivoire. Votre ordinateur, souvenez-vous, on a dit que les ordinateurs, là, eux, c'est les adresses IP qu'ils connaissent, d'accord? Donc, votre ordinateur va faire un premier travail. Il va essayer de convertir. Ce n'est pas lui-même qui va le faire. Il va confier ce travail à quelqu'un d'autre. Il va dire, oh, mon ami, il y a quelqu'un qui est en train de taper dans le navigateur, là, www.mtn.ci. Mais moi, je ne comprends pas mtn.ci. Mon ami, aide-moi à trouver l'adresse IP de mtn.ci, d'accord? Et l'entité à laquelle l'ordinateur va se référer, on l'appelle le DNS, d'accord? Le serveur de nom de domaine. Bon, le DNS lui-même, c'est système des noms de domaine, d'accord? Mais le serveur auquel l'ordinateur va s'adresser s'appelle le serveur DNS, d'accord? Et c'est à lui que votre ordinateur va simplement dire, mon ami, pardon, trouve-moi l'adresse IP de mtn.ci et je vais aller chez mtn.ci pour afficher la page à celui qui est en train de vouloir mtn.ci. Et le serveur DNS va chercher l'adresse IP. Comme vous faites avant, je ne sais plus s'il y a encore ça. Bon, aujourd'hui, tout le monde a le téléphone portable. Mais avant, on avait les gros livres qui étaient les annuaires téléphoniques. Et quand on voulait tricher un peu, on voulait voler un peu quelques unités sur le téléphone conventionnel, là, quand les parents ne sont pas à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On va rapidement regarder dans l'annuaire, on regarde le nom du papa de la copine, et puis on regarde le numéro de téléphone et rapidement on essaie de voler quelques minutes pour appeler le numéro de téléphone. Donc on va chaque fois regarder dans l'annuaire téléphonique. Le DNS, c'est exactement ça. Vous voyez, dans l'annuaire téléphonique, vous avez le nom et sur chaque ligne, il y a chaque nom avec le numéro de téléphone. Parfois, il y a par exemple une boîte postale, il y a un fax. Donc, il y a parfois plusieurs informations. C'est exactement la même chose dans le DNS. Le DNS, c'est le nom et il associe le numéro, l'adresse IP de l'ordinateur qui correspond à ce nom-là. C'est pour ça que votre ordinateur ira vers cet annuaire-là pour dire, hey, annuaire, pardon, donne-moi l'adresse IP qui correspond à mtn.ci. D'accord? Et c'est une fois qu'il a trouvé donc cette adresse IP-là qui va pouvoir aller maintenant vers le site web de mtn.ci. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est beaucoup de questions qui sont posées, mais vous ne savez pas ça. Sur votre ordinateur, vous avez juste tapé une seule chose en fait. Vous avez dit www.mtn.ci. Mais votre ordinateur, quand il est parti chez le serveur DNS va dire, mon ami, tu sais, ce que tu me demandes là, en fait, je ne connais pas ça moi-même. Mais laisse-moi aller demander les informations chez qui je peux demander et je te reviens.
garde patience, hein, s'il te plaît, je ne serai pas long, d'accord? Et il pose beaucoup de questions, il fait beaucoup de va-et-vient avec beaucoup d'autres serveurs. Et quand il a la réponse finale, il revient maintenant vers votre ordinateur, il dit, oh mon ami, pardon, faut pas te fâcher, j'ai traîné un peu, mais j'ai la réponse pour toi. www.mtn.ci est à cette adresse-là. Tu peux aller là-bas et il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, c'est exactement comme ça que ça va toujours se passer chaque fois que vous avez besoin d'aller sur un site web. Alors, le routage. On a dit tout à l'heure que quand vous voulez partir sur Internet, quand vous voulez sortir de votre réseau, il faut forcément le routage pour savoir par où vous voulez passer pour que ça puisse aller à la destination. D'accord? Donc, je ne vais pas trop traîner ici parce que ça, c'est un peu plus technique. C'est pour les techniciens. C'est eux qui vont faire la configuration pour dire comment est-ce que je vais sortir du réseau. Comment est-ce que je sors pour aller chez mon opérateur, et etc., etc. Ça, c'est le routage. On ne va pas vraiment traîner là-dessus. Maintenant, pour le routage, sachez qu'il y a deux manières de faire le routage. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le transit. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle le pairage, le peering. Alors, le transit, c'est, je suis un petit réseau, mais j'ai besoin d'aller vers tout Internet. Je suis obligé de chercher un réseau qui est un peu plus grand que moi et je vais lui confier mon trafic pour aller vers le grand Internet. C'est ça qui est le transit. Voyez ça un peu comme, par exemple, vous voulez voyager, d'accord? Mais pour aller à la gare, vous n'allez pas directement prendre le bus. Pour aller au bus, en fait, vous êtes obligé de prendre un petit taxi ville pour pouvoir aller au bus. Le petit taxi ville prend peut-être 4-5 personnes et il va vous amener à la gare pour que vous puissiez prendre le grand bus qui lui peut prendre 50, 60, 200 personnes et aller ensemble. C'est à peu près le même principe. Donc, vous allez faire du transit avec un gros opérateur pour pouvoir aller sur le grand Internet. Ou bien vous allez dire non, 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 je ne veux pas faire du transit, je veux faire du pairage. Donc, le pairage, c'est souvent deux opérateurs qui veulent se parler directement. Par exemple, MTN Côte d'Ivoire peut dire, vous savez, il y a des clients de MTN Côte d'Ivoire qui vont vers des ressources qui sont dans Orange Côte d'Ivoire. MTN Côte d'Ivoire, essayons avec Orange Côte d'Ivoire de faire un lien direct entre nous pour qu'on puisse se parler directement. C'est ça qu'on appelle le pairage. Donc, les techniciens, les ingénieurs de MTN et de Orange Côte d'Ivoire vont se mettre ensemble et ils vont créer un lien direct entre eux deux pour que le trafic puisse passer. Malheureusement, vous savez, comme d'habitude, la technologie, ça c'est bon et c'est mauvais côté. Le routage peut conduire à des incidents, d'accord? Parce que le routage, il n'y a pas de sécurité. C'est vous dites, moi, j'ai tel réseau, je connais tel réseau et je diffuse ça sur Internet. Donc, n'importe quel autre réseau qui veut joindre le réseau que je dis que je connais, il faut passer par moi et je vais acheminer le trafic. C'est comme quand vous allez quelque part et en quelque sorte, vous mentez. Comme quoi, vous connaissez quelque chose, mais en fait, vous ne connaissez pas la chose. Et on vous confie le travail et au final, on se rend compte que, mais en fait, vous ne connaissez pas la chose, mais c'est déjà trop tard parce qu'on vous a confié le travail. C'est à peu près la même chose. Et il y a des incidents de routage régulièrement à cause de ça. Certains ingénieurs de réseau, parfois, ils ne le font pas vraiment de façon consciente. C'est des chiffres et parfois on peut se tromper. Donc, ils vont annoncer un réseau alors qu'en fait, ils n'ont pas ce réseau-là. Donc, imaginez que MTN Côte d'Ivoire commence par dire, ah, vous savez, Internet, pour pouvoir aller chez Orange Côte d'Ivoire, il faut passer par moi. Alors qu'en fait, ce n'est pas la vérité. Lui ne connaît que MTN Côte d'Ivoire, d'accord? Mais il va dire, par erreur, l'ingénieur était peut-être un peu distrait et tout, et il commence par annoncer que pour aller sur Orange Côte d'Ivoire, il faut venir chez moi. C'est ce qui s'est passé en 2008 et Pakistan Telecom a commencé par annoncer le réseau de YouTube. Donc, tous les utilisateurs dans le monde, quand ils tapaient YouTube, ils allaient en fait chez Pakistan Telecom. Rapidement, ça a surchargé le réseau de Pakistan Telecom. Le réseau de Pakistan Telecom est tombé, comme on dit, mais personne n'avait YouTube. Parce qu'on cherche YouTube, mais ça finit par atterrir chez Pakistan Telecom et c'est faux.
C'est comme quand vous prenez le taxi et vous dites que vous allez à une adresse. Le taxi, il vous dit qu'il connaît là-bas, alors qu'en réalité, il ne connaît pas. D'accord? Et c'est quand vous arrivez à destination, vous regardez un peu les indications qu'on vous a données, vous vous rendez compte que, mais en fait, le taximan, il vous a amené à une autre destination parce que simplement, vous lui avez fait confiance en l'écoutant quand il vous disait, je connais l'endroit où vous êtes en train de dire que vous partez. Donc, il y a des solutions aujourd'hui quand même qui permettent de pouvoir éviter ça. On parle de RPKI et de BGP Security. On va peut-être en parler une autre fois. Bon, ce n'est pas vraiment moi, mon domaine. C'est beaucoup plus Afrinic, par exemple, qui parle de RPKI pour protéger le routage. Et donc, comment est-ce que les paquets sont acheminés? On a déjà parlé un peu de ça, c'est les numéros de système autonome. Chaque réseau va configurer son numéro de système autonome et il va dire, voilà les réseaux que moi, je connais sous ma responsabilité. C'est comme ça que ça se passe. Okay. Donc, les ASN, si vous voulez connaître l'ASN aussi de votre réseau, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller sur ce site-là, whatismyasn.org, et vous allez voir le numéro de système autonome de votre fournisseur. Si c'est Orange, si c'est MTN ou si c'est un autre réseau, vous allez voir l'ASN de ce réseau-là. Il y a Team Kimrou, c'est des Tunisiens. Ils font beaucoup de développement et ils créent des API et consorts pour pouvoir permettre aux ingénieurs, aux chercheurs, aux gens en cybersécurité de pouvoir faire un certain nombre de travaux. Donc, j'ai mis ça pour ceux qui sont intéressés et qui sont un peu dans la cybersécurité, protection du routage, etc. Vous pouvez aller les visiter. Quand on parle de routage, on parle de ce fameux Anycast. On avait dit tout à l'heure que sur Internet, chaque entité est identifiée par une adresse IP et elle doit être unique. Mais avec Anycast, c'est une technique. Bon, vous savez, on dit souvent que les techniciens, là, ils trouvent toujours les astuces tout le temps. Ils ont trouvé l'astuce pour pouvoir permettre, en fait, à la même adresse IP de pouvoir être présente dans plusieurs endroits du monde, un peu partout. Alors que normalement, une adresse IP, là, ça doit être à un seul endroit dans tout le monde entier. Mais avec le protocole Anycast, on peut faire que plusieurs machines, plusieurs ordinateurs auront la même adresse IP et ils seront un peu partout éparpillés dans le monde. C'est intéressant parce que quand on veut faire, par exemple, la protection pour la distribution de la charge, etc., c'est vraiment très intéressant d'avoir 10 serveurs qui ont la même adresse IP, mais personne ne saura en fait que c'est 10 serveurs. Pour l'utilisateur normal, c'est un seul serveur en fait, et puis ça évolue. Maintenant, comment est-ce que tous ces identifiants-là sont distribués? On a vu adresse MAC, on a vu adresse IP, on a vu adresse numéro de système autonome et puis les noms de domaine. Alors, pour les adresses MAC, c'est un institut des électriciens et des électroniciens, c'est eux qui s'occupent de ça. D'accord? Ça s'appelle I3E, on dit souvent, Institute of Electrical and Electronic Engineers. C'est eux qui distribuent les adresses MAC. Donc, quand il y a un nouveau fabricant qui veut commencer par fabriquer des équipements, il va s'adresser à l'I3E pour pouvoir obtenir la partie. Souvenez-vous, on avait dit que la première partie de l'adresse MAC définit le fabricant. Donc, il va s'adresser à cet institut-là pour obtenir sa signature, sa partie fabricant. Et à partir de ça, maintenant, il va commencer par faire les équipements qu'il veut faire. Pour les adresses IP V4 et V6 et aussi les numéros de système autonome, donc ce qui concerne les réseaux, d'accord, c'est ce qu'on appelle les registres Internet régionaux, d'accord. Ils sont 5 dans le monde, ils s'occupent de chacune des 5 parties du monde. Et pour l'Afrique, on a ce qu'on appelle Afrinic, d'accord. Et je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui travaillent derrière à Afrinic. Je les salue au passage. Ils font la fierté du continent parce que à travers leur travail, d'accord, ils permettent à tous les réseaux africains de pouvoir donc fonctionner et de permettre à des millions d'internautes africains de pouvoir faire Internet. Pour les noms de domaine, c'est beaucoup plus ICANN et un certain nombre d'autres entités qui gèrent ça. On va aborder ça tout à l'heure. Intéressant, la fameuse fonction IANA. D'accord? Donc, IANA, c'est une entité, c'est une structure,
un peu autonome, d'accord, un peu autonome. Ah oui, Patrick, effectivement, il y a beaucoup de Camerounais aussi. Tu as raison. Il y a beaucoup d'Africains qui travaillent pour Internet en Afrique. Merci. Et donc, la fonction IANA est la structure, en fait, qui coordonne de façon universelle. D'accord? C'est eux qui sont universels et qui permettent de pouvoir coordonner ces différentes ressources-là globalement. Donc, que ce soit les adresses IP ou que ce soit les numéros de système autonomes, ils font donc ce travail-là. Bon. IANA en 2016 a changé de nom. Bon, il y a eu cette restructuration-là et ils sont devenus maintenant PTI, Public Technical Identifiers. Mais le travail qu'ils font est resté le même. C'est eux qui découpent les adresses IP, c'est eux qui découpent les numéros de système autonome et qui distribuent ça aux registres Internet régionaux. Les registres Internet régionaux, à leur tour, maintenant, commencent par voir les besoins des opérateurs sur leur continent et ils leur affectent ça. Donc, si on va schématiser un peu à quoi ça ressemble, vous avez la fonction IANA vraiment qui est à la tête de cette distribution-là, d'accord? Et IANA parle directement avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, les 5 registres Internet régionaux, d'accord? Et c'est eux qui vont ensuite parler avec leurs opérateurs dans les différents pays pour pouvoir ensuite vous desservir la connexion Internet. Et pour les noms de domaine, bon, c'est un peu différent. C'est ICANN avec les registres, avec les registraires. On va voir ça un peu plus en détail quand on va parler de système de nom de domaine un peu plus tard dans les prochaines présentations. Donc, oui, pour les noms de domaine, gardez juste à l'esprit que ces 3 entités, les registres, les registraires qui sont les intermédiaires et nous, les humains, tout le monde là, qui pouvons aller enregistrer un nom de domaine, on nous appelle les registrants. Alors, qui sont les fameux acteurs qui font fonctionner tout ce monde-là? Comment est-ce qu'ils font pour que tout ça fonctionne? C'est juste 2 schémas que je vais vous montrer et qui ressentent un peu tous les différents acteurs, en tout cas pour la plupart, parce qu'au fur et à mesure, ça s'agrandit. C'est aussi ça la force d'Internet. Donc, du point de vue technique, il y a des entités particulières qu'on sait, qu'on reconnaît qu'elles sont vraiment, le travail qu'elles font est beaucoup plus technique. Donc, il y a par exemple les registres Internet régionaux dont on a parlé tout à l'heure, Afrinic, RIP, ARIN, APNIC et LACNIC. Il y a ICANN, bien sûr. Il y a l'IETF, d'accord? On va aussi voir un peu l'IETF tout à l'heure. Il y a le World Wide Web Consortium, d'accord? Le fameux W3C. Et puis, il y a tout ce qui est les registres dont on a parlé tout à l'heure pour les noms de domaine. Il y a plusieurs autres entités aussi. Au fur et à mesure, ça s'agrandit. Il y a d'autres partenaires qui ne sont pas vraiment techniques, mais le travail qu'ils font est vital, est important pour que Internet puisse continuer à travailler. Il y a l'OIF, il y a l'Organisation de la propriété intellectuelle, il y a les Nations Unies, il y a ISOC, il y a les registres Internet régionaux, comme on l'avait vu tout à l'heure. Il y a l'Union internationale des télécommunications, ISOC qui travaille énormément pour que Internet soit accessible à tous, qui fait aussi beaucoup de travail en termes de renforcement de capacité des structures techniques et des ingénieurs. D'accord? Alors, on va brièvement voir l'IETF. Pourquoi l'IETF? Parce que c'est là-bas que tous les protocoles, en fait, sont définis. Tous les protocoles, quand vous faites HTTP, quand vous faites SSH, quand vous faites SSL, TLS, tout ce que vous faites comme protocole, c'est à l'IETF que c'est défini, en fait. Bon, l'IETF, c'est, si vous voulez, bon, c'est des personnes un peu spéciales. On ne va pas trop traîner là-bas. Mais c'est là-bas qu'en fait, tout est défini. Et généralement, bon, eux, ils sont tellement spéciaux qu'ils n'ont même pas de conseil d'administration, il n'y a pas d'adhésion formelle, ce n'est pas une société. Donc, a priori, vous pourrez croire que c'est ouvert, que c'est du désordre qui se fait là-bas. Mais rassurez-vous, n'y va pas qui veut, parce que les discussions sont souvent assez corsées. Et pour pouvoir
enfin, à l'IETF, tout commence par « Oh, votre idée, elle est géniale ». C'est comme ça que ça commence. Quelqu'un rêve de quelque chose, quelqu'un pense à quelque chose et il dit « Ouf, c'est une géniale idée ». Dès que ce mot-là est prononcé, c'est fini. Sachez qu'on commence par rentrer dans un cercle infernal de discussion, de présentation. Chacun va commencer par dire ce qu'il pense de l'idée. Mais l'idée, de façon globale, c'est pour permettre une avancée, une amélioration technique. D'accord? Il y a un problème technique, quelqu'un a pensé à une solution, il se dit, bon, on va travailler dessus, il va exposer ça et il va trouver des amis, des gens qui seront intéressés à travailler avec lui. Ils vont faire de tentative en tentative, ils vont recevoir des critiques, etc., jusqu'à ce que ce soit quelque chose de potable et d'intéressant qui va être publié dans ce qu'on appelle des RFC, d'accord? Des RFC, les Requests for Comment. Donc, quand vous êtes à l'IETF, il y a un cycle de vie pour les différents documents. À partir du moment où quelqu'un a dit « Ah, vous avez eu une belle idée », c'est beaucoup de travail qui se fait. Parfois, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans même, avant que ça puisse être reconnu officiellement. Alors, ICANN, là où je travaille, il y a aussi pas mal de travail qui se fait là-bas. Mais comme on l'avait vu déjà tout à l'heure, ICANN s'occupe essentiellement de l'attribution des noms de domaines dans la zone racine. Donc, le point CI, par exemple, là, c'est ICANN, en fait, qui a permis de pouvoir faire rentrer ça dans ce qu'on appelle la zone racine. Et s'il y a des changements que les ingénieurs qui gèrent le point CI vont faire, ils vont informer d'abord ICANN et ce travail va se faire ensemble avec eux. Il y a beaucoup d'autres opérations que ICANN fait. Comme on l'avait dit tout à l'heure, les numéros de système autonome et les adresses IP, c'est IANA qui le fait, mais IANA travaille en fait, c'est ICANN qui a donné le quitus à ICANN pour pouvoir faire c'est ICANN qui a donné le quitus à IANA pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, il a assigné la mission à IANA pour pouvoir faire ce travail. Donc, de façon globale, on dit que ICANN, en fait, travaille pour la stabilité, la sécurité et la résilience d'Internet, essentiellement pour ce qui concerne, en tout cas, le système des noms de domaine. D'accord? Et les quelques présentations qu'on verra par la suite, on va voir, par exemple, le système de serveur racine, on va voir le DNS, comment ça fonctionne, comment c'est hiérarchisé, et vous allez voir tout ce qu'on parle de stabilité, de sécurité, de résilience, comment est-ce que c'est implémenté. Donc, les champs d'action de ICANN sont nombreux. On a dit, c'est les noms de domaine, c'est aussi beaucoup de politique. Les politiques, en fait, c'est comment est-ce qu'on doit faire les choses. D'accord? Vous voyez, quand vous venez dans une administration, chaque administration a ses règles, son règlement intérieur, les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on fait, etc. Donc, forcément, quand on doit se parler, il faut des politiques. D'accord? Donc, ICANN travaille énormément au développement des politiques sur Internet pour que les plus de 90 000 réseaux dont on a parlé tantôt puissent continuer à se parler entre eux. Il gère aussi une partie de une instance de la racine qui est le L. On va voir ça quand on parlera du système de serveur racine un peu plus tard. Il gère la route, la zone racine également, etc. Et pour l'utilisateur final, ICANN représente beaucoup. D'accord? Donc, déjà, c'est le système des noms de domaine. Donc, quand vous tapez la façon de simplifier la chose pour que l'humain puisse garder plus simplement les adresses, c'est les noms. Facebook, Google, Gmail, Yahoo, etc., etc. Mais les adresses IP, je mets au défi quelqu'un qui puisse me citer en fait 100 numéros de téléphone qu'il y a dans son répertoire. Il ne pourra pas. Mais si je vous dis, donnez-moi 100 noms que vous avez dans votre répertoire, vous allez pouvoir faire ça très rapidement. D'accord? Donc, c'est ICANN qui permet vraiment de pouvoir assurer cette conversion-là de nom à adresse IP. D'accord? Et puis, quelques liens utiles quand même que j'ai partagés à la fin ici pour ceux qui veulent vraiment en savoir un peu plus sur la gestion d'Internet de façon globale. Si vous êtes nouveau à ICANN, vous pouvez donc aller sur ce premier lien-là. Vraiment, vous pouvez lire à tête reposée et il vous propose comment est-ce que, étape par étape, vous pouvez
Vous pouvez donc commencer par vous intéresser à cet écosystème-là. ICANN a également une plateforme de cours en ligne, donc vous pouvez aller, vous créer votre compte et vous pouvez aller parcourir les cours. Vous choisissez le cours que vous voulez faire et puis vous allez suivre. Chaque fois que vous avez la connexion Internet, vous suivez un peu et vous revenez la prochaine fois pour continuer. Bon, vous ne pouvez pas télécharger ces cours-là, ce n'est pas possible, mais vous pouvez juste les suivre. Et au fur et à mesure, quand vous finissez un cours, il y a parfois des quiz intermédiaires, des petits quiz. Ce n'est pas des choses sorcières, mais c'est juste pour s'assurer que vous avez vraiment lu le cours. Et à la fin, il y a des certificats qui sont délivrés qui disent que telle personne a effectivement suivi tel cours sur la plateforme. Pour ceux qui sont du domaine technique, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont connectés, qui sont techniciens, ingénieurs. Vous pouvez aussi aller sur les deux liens qui suivent, Octo Publication et AirSAP Publication. C'est vraiment intéressant d'aller voir tout ce qui se passe dans tout ce que ICANN fait dans le domaine technique aussi. Octo, c'est le département en fait qui gère un peu la recherche, qui gère aussi l'engagement technique, donc là où je travaille, et qui gère aussi tout ce qui est stabilité, sécurité d'Internet. Comment est-ce qu'ils font ce travail-là? C'est à Octo que ça se fait. Et de temps en temps, il y a des publications. Par exemple, on est en train de parler de la 5G. Comment est-ce que le DNS va s'adapter à la 5G? C'est déjà un travail de recherche qui est en train d'être fait à ICANN au niveau de Octo. Et il y a eu une publication qui a été faite pour ça. De la même manière, vous voyez, quand il y a eu Covid, on a commencé par travailler de la maison, que ce soit les étudiants, que ce soit les salariés. Donc, il y a eu beaucoup de trafic Internet qui a augmenté. Là aussi, Octo a fait une recherche pour vérifier si le DNS était vraiment assez résilient pour assurer en tout cas une fluidité d'Internet et s'assurer que Internet allait continuer à fonctionner malgré le contexte. Donc, c'est intéressant que vous puissiez aller lire ça. Et pour ceux qui veulent rejoindre ce qu'on appelle des groupes de discussion, d'accord, vous pouvez aller, il y a un groupe de discussion ICANN Afrique, enfin des utilisateurs Internet simples, d'accord, pour la région Afrique. Afralo, ça s'appelle, vous pouvez aller là-bas, vous inscrire, et puis voilà. Sous réserve peut-être de Eva qui va nous confirmer si FGI Côte d'Ivoire est déjà membre d'Afralo de façon systématique. Si c'est le cas, ça veut dire que tous les membres sont membres d'Afralo et donc peuvent contribuer. Et au niveau d'Afrinic aussi, il y a beaucoup de listes de discussion très intéressantes. J'en ai mis juste 3, mais il y a la grande liste de discussions, enfin, je vais dire le portail principal de toutes les listes de discussion, c'est le premier là. Donc, l'ensemble des listes de discussion est sur cette page. Vous pouvez aller là-bas et vous voyez en fait le lien et la description de la liste de discussion. Donc, en fonction de la description, si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, par exemple IPv6 ou bien les spams ou bien le DNS, la sécurité, etc., etc. Donc, vous choisissez en fonction de ce qui vous intéresse et vous rejoignez le groupe de discussion. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter dans cette première session de formation. J'espère que vous avez aimé. Sinon, vous pouvez partager vos critiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Merci beaucoup. Eva, à toi. Merci. Merci beaucoup, Yazid, pour cette présentation. Elle était vraiment très fluide et très enrichissante. Je crois que tout le monde a vraiment pris plaisir à partager, à t'écouter. Maintenant, si vous avez des questions, chers participants, il nous reste exactement 15 minutes. Nous allons prendre quelques questions et pour les questions auxquelles le présentateur ne pourra pas répondre, on va créer un fil de discussion sur Facebook et Twitter dans lequel vous pourrez poster vos questions et Yazid sera là pour y répondre. Et peut-être qu'il y a certaines questions qui pourront vous revenir après et vous souhaitez avoir des éclaircissements. Voilà, vous pouvez toujours nous contacter sur nos différents canaux, sur les fils de discussion que nous allons ouvrir sur notre page Twitter et notre page Facebook. Sur ce, s'il y a des personnes qui ont des questions, vous pouvez les mettre dans le chat.
Donc, je me ferai un plaisir de les présenter aux formateurs pour qu'ils puissent vous donner les réponses. Nous sommes très pointilleux sur le temps, pardon, et nous souhaitons aller assez rapidement en besogne. Alors, s'il y a des questions, vous pourrez d'ores et déjà les poser pour que nous puissions avancer. Alors, Yazid, il y a une question qui est posée dans le chat, très intéressante. Il y a Pagui Nimbu Malonda qui demande pourquoi la NAT est déconseillée. Ok, merci beaucoup. Donc, NAT est déconseillé. NAT, c'est Network Address Translation. En français, c'est translation d'adresse réseau. D'accord? Le principe, en fait, c'est qu'on va mettre une seule adresse IP publique qui va être utilisée par plusieurs personnes. Alors, le problème qui se pose, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est on ne peut pas, lorsque quelque chose de malveillant se passe sur Internet, et qu'on veut identifier de façon unique qui est la personne qui est responsable de cette malversation. Imaginez qu'il y a eu une attaque ou bien quelqu'un a essayé de pirater le serveur d'une banque, par exemple, d'accord, ou que quelqu'un a voulu aller se fabriquer une pièce d'identité, etc., etc. Donc, on a trouvé l'adresse IP publique, mais l'opérateur dit attention, en fait, c'est 5 personnes qui utilisaient cette adresse IP publique-là. Malheureusement, l'enquête ne pourra pas vraiment aboutir parce qu'on ne pourra pas identifier de façon claire la personne qui est responsable de cette attaque. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est à l'intérieur des réseaux eux-mêmes. Les équipements qui vont faire du NAT vont travailler beaucoup plus parce qu'ils vont utiliser la mémoire pour faire cette fameuse translation d'adresse. Ils vont utiliser la mémoire pour assigner une même adresse à plusieurs personnes. Et je vais peut-être faire une caricature ironique, d'accord? Une voiture qui doit comporter un chauffeur et 3 passagers, d'accord? Vous vous retrouvez à une voiture avec un chauffeur avec 7 passagers. Donc, on se compresse à l'intérieur parce qu'on veut aller à la même destination. On se compresse à l'intérieur. Donc, ça va vite amortir la voiture, d'accord? Le chauffeur va peut-être se faire de l'argent, oui, parce qu'il a pu transporter plusieurs personnes avec la seule voiture en une seule fois, mais il est en train d'amortir la voiture. La voiture se fatigue. Les utilisateurs, enfin les clients eux-mêmes ne sont pas assez à l'aise à l'intérieur de la voiture. C'est à peu près la même chose qui va se passer. Lorsque le NAT est utilisé, les serveurs vont se fatiguer, les routeurs vont se fatiguer parce que vous êtes en train énormément de les solliciter. Et dernier rappel, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque quelque chose de malveillant va se passer sur Internet, on ne pourra pas clairement identifier qui est responsable de cela. Voilà. Merci, Yazid. Je crois que c'est clair. Il y a également Patrick qui souhaiterait apporter sa contribution sur la question. Patrick, est-ce que tu peux... Bon, je pense que Oui, allô? Oui. Bonjour à tous. C'est vrai, c'est pas moi qui suis l'autre du jour, hein, c'est Yazid qui prend le lead. Donc, je pense qu'il a assez bien fait le tour, sauf que l'un des gros inconvénients, en fait, aujourd'hui du NAT, en fait, comme je l'ai dit dans le chat, le NAT aujourd'hui ne peut pas, en fait, de favoriser l'accès aux services de bout en bout. Donc, il a pris un exemple aussi simple, en supposant, par exemple, que vous voulez, par exemple, développer peut-être votre propre service et que vous voulez peut-être héberger, je ne sais pas, peut-être chez vous. Vous savez, par exemple, développer un service et que vous voulez peut-être permettre aux autres de pouvoir tester de n'importe où à travers le monde. Donc,
quelqu'un peut-être qui a développé son application ou son site Internet ou une application diverse aimerait par exemple que les gens puissent avoir accès à cette ressource peut-être depuis l'Internet. Donc, le fait que vous soyez derrière un NAT ne permet pas en fait à cette personne de pouvoir accéder directement à votre service. Donc, ce qui fait que le NAT n'est pas une bonne pratique aujourd'hui en matière de gestion des réseaux. Donc, c'est pourquoi on accompagne les utilisateurs aujourd'hui à pouvoir mieux favoriser l'utilisation, par exemple, de l'IPv6. Okay? Parce qu'avec l'IPv6, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire du NAT. Comme Yazid l'a dit dans la présentation, un seul utilisateur aujourd'hui peut utiliser, par exemple, des millions et des millions d'adresses pour lui seul. Donc, ça veut dire que si vous avez des équipements qui doivent être directement accessibles sur Internet, vous n'avez pas besoin forcément de faire du NAT. Donc, par le passé, certains administrateurs système avaient souvent cette maladresse de dire que quand vous faites du NAT, vous êtes un peu sécurisé parce qu'on ne sait pas qui est derrière quand vous faites des requêtes. C'est un peu, je trouve ça que c'est un peu, pour moi, c'est un peu maladroit de dire ça parce que normalement, on doit savoir effectivement pour pouvoir rendre Internet fiable et confiant. Il faudrait qu'on sache effectivement qui fait quoi sur Internet, qui est qui sur Internet. Ça permet en fait d'être sûr qu'on peut contrôler en fait ce que les gens font sur Internet. Donc, c'est pourquoi, en tant qu'administrateur de réseau ou administrateur d'infrastructure, il faut vraiment favoriser, ne pas utiliser le NAT en fait, parce que ce n'est pas une bonne pratique. Donc, c'est juste le petit apport que je pouvais ajouter à ce que notre expert du jour a apporté, quoi. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour cette très belle contribution. Exactement. D'accord. On va poursuivre avec les questions et on a une question de Alim. Je pense que Alim, il y a Patrick qui a déjà répondu à ta question. Il a demandé si la NAT est déconseillée. Quels sont les services conseillés pour permettre aux utilisateurs d'une entreprise d'aller sur Internet? Voilà, il a recommandé d'utiliser IPv6. Donc, c'est encore une exhortation à nos entreprises africaines, à nos systèmes africains de basculer vers l'IPv6. Alors, on continue avec la question de Guy Bejo qui demande « Je voudrais savoir la procédure pour rediriger un nom de domaine vers un autre lien. » Merci. Pardon, Eva, je n'ai pas suivi la question, malheureusement. J'étais en train de répondre à une autre question sur le chat. Je voudrais la question de Guy Bejo. Il demande, je voudrais savoir la procédure pour rediriger un nom de domaine vers un autre lien. Ah, d'accord. Attention, ça, c'est une question qui est, je vais dire, un peu floue parce qu'il faut bien analyser le besoin, le contexte. Peut-être que c'est juste un synonyme qu'il faudra aller faire sur le fichier de zone. Je ne sais pas, ou c'est une redirection, je ne sais pas. Donc, peut-être qu'on peut se voir en off et il pourra mieux expliquer son contexte pour qu'on puisse apporter la bonne réponse. D'accord. Merci beaucoup, Yazid. Et nous continuons toujours avec les séries de questions. On a une très belle question de Nestor qui demande quelles sont les personnes qui sont chargées d'enregistrer les noms de domaine d'un particulier ou d'une société auprès de l'AFRINIC. Comment sont-ils désignés? Ok, merci beaucoup. J'étais justement en train de répondre à Nadège que oui, les particuliers peuvent aller directement vers le registre Internet régional pour peu qu'ils puissent justifier. En fait, c'est le besoin de justifier qui est important, de justifier ce qu'on veut en faire, d'accord? Ce qu'on veut faire, donc des adresses IP en question. Vous pouvez déployer votre propre réseau et dire que vous voulez utiliser des adresses IP publiques directement et aller auprès du registre Internet régional. Merci beaucoup, Yazid. Je pense que c'est clair. On a une question de Landry Sonon qui sort un peu de notre cadre, mais bon, pourquoi pas? C'est une question d'actualité. Alors, il demande, est-ce légal de couper Internet sur une partie du monde pour un temps? Si oui, quelle est la procédure?
Ah, la procédure pour couper Internet. Ça, c'est sa question. J'espère que j'ai Ah, bien non, posé. on n'est pas pour la coupure d'Internet. Donc, non, non, on va pas partager de procédure pour couper Internet. D'accord. J'espère que j'ai bien posé la question. Donc, on continue. Il nous reste 4 minutes. Je pense que vous avez déjà répondu à la question de Brahim. Donc, on va poursuivre. OK, il y a une question de Kemar Vensley qui demande, les gouvernements ont-ils le droit de couper Internet sur une région? Si oui, quelle procédure? Apparemment. Ah, d'accord, il a reformulé la question. D'accord. OK, je pense que Yazid, c'est le contraire que Landry voulait dire. Est-ce que les gouvernements ont le droit de couper Internet sur une région? Ah, d'accord. Ah, OK. Par contre, sur la partie, est-ce que les gouvernements ont le droit? Là aussi, c'est une question un peu à double tranchant. Souvent, ils disent qu'au nom de la souveraineté nationale, pour protéger donc leurs ressortissants, au nom de la sécurité, etc. Bref, on trouve toujours les raisons quand on veut, comment on dit ça? Quand qui accuse son, non, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Je pense que c'est bien ça, le fameux proverbe. Donc, on trouve toujours des raisons pour justifier en fait l'action qu'on est en train d'entreprendre. Et c'est à nous, c'est à vous en tant qu'utilisateurs de dire au gouvernement, attention, vous voulez peut-être éviter la propagande, mais vous êtes en train de tuer l'économie parce qu'aujourd'hui, l'économie se fait beaucoup sur Internet. Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour faire leur business. Il y a des gens qui font des cours en ligne. Il y a des gens qui font beaucoup de choses sur Internet. Donc, Internet, ce n'est pas que pour faire de la propagande. Voilà. Merci. Super. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'est une question qui mérite d'aller plus en profondeur. J'espère qu'on aura un webinaire spécialement sur les coupures d'Internet et on aura matière à débattre. Il y a une question très intéressante de à moins Agnès Nana qui demande mais l'utilisation du numéro de port dans le cadre de NAT Overload ne permet pas d'identifier une session. Eva, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Je répète, OK, il y a à moins Agnès Nana qui demande l'utilisation du numéro de port dans le cadre du NAT Overload ne permet pas d'identifier une session? Point d'interrogation. OK. Alors, l'utilisation du numéro de port pour le NAT Overload, là, c'est qu'on est en train, en fait, encore même de surexploiter le NAT, d'accord? On va utiliser une seule adresse pour faire transporter beaucoup d'utilisateurs en leur changeant juste le numéro de port. Là encore, ça complique le transport, ça complique les communications, ça complique la stabilité des sessions. Ce n'est vraiment pas recommandé, s'il vous plaît. Ce n'est pas recommandé. D'accord? Et ça peut empêcher certaines sessions d'être stables, tout simplement. Et toutes les 10 minutes, vous irez redémarrer votre routeur. Vous ne comprendrez pas tout le temps ce qui se passe. Vous allez vous plaindre comme quoi votre connexion est lente. Mais en fait, la connexion que fournit le fournisseur n'est pas mal, mais c'est juste parce que vous êtes en train de faire une pratique technique qui n'est pas vraiment recommandée. Excellent. Merci, Yazid. Je pense qu'il y avait une question de Karine Kouakou à laquelle vous avez déjà répondu. J'ai une question très intéressante. Peut-être qu'on va terminer avec cette question. Est-ce qu'il est possible de retirer un nom de domaine à une entreprise? Et sous quelles conditions? Il faut dire que ça a été le cas pour certaines structures, par exemple, qui utilisaient des noms de domaine qui ne leur appartenaient pas, si je puis m'exprimer en ces thèmes-là. Quand il s'agit aussi de donner la gestion des CCTLD de certains pays aux régulateurs, il y a eu certaines tractations. Alors aujourd'hui que l'ICANN est là, quelle est la procédure, comment les choses se font? Je dois être un peu plus éclairci sur la question. Je pense que ce sera notre dernière question de ce webinaire. Merci. D'accord.
Merci beaucoup, Eva. Effectivement, c'est une belle question, en ce sens que c'est une question qui est un peu compliquée. Compliquée parce que en fonction du contexte, les réalités sont différentes. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, quand il s'agira d'un CCTLD ou quand il s'agira d'un GTLD, c'est vraiment un peu compliqué. Mais déjà, il y a ce qu'on appelle par exemple la protection des marques. C'est pour ça qu'on recommande, lorsque vous avez un nom de domaine que vous voulez être une marque, allez enregistrer la marque. D'accord? Parce que ça va vous protéger lorsqu'il y aura, par exemple, des conflits de registrants au niveau donc, de qui est propriétaire en grippe du nom de domaine. Sinon, si vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas réservé votre nom de domaine depuis longtemps et que quelqu'un l'a fait à votre place, le jour où vous savez que vous devez avoir une présence, une identité en ligne et que vous allez maintenant vous dire que vous voulez prendre le nom de domaine et qu'on vous dit que le registre vous dit c'est déjà occupé, là, c'est compliqué. Et souvent, ces cas-là aussi amènent à des négociations. D'accord, entre celui qui a actuellement réservé le nom. Il y a des gens qui se font du business avec ça. Il réserve des noms de domaine particuliers. Il n'utilise pas ça, mais il sait qu'un jour, quelqu'un va venir en fait pour pouvoir utiliser. Et ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est vraiment à titre d'exemple. Imaginez que MTN, en fait, Côte d'Ivoire n'ait pas enregistré le MTN.ci. Quelqu'un peut se lever et aller enregistrer MTN.ci. Si le domaine .ci permet à n'importe qui d'aller le faire, il va le faire. Et s'il le fait le jour, MTN a besoin d'avoir une identité en ligne. Il va chez le registre du .ci qui va lui dire ah, MTN.ci est déjà enregistré par quelqu'un. Mais on regarde, on se rend compte que mais ce n'est pas l'entité MTN qui est le propriétaire. Et là, des discussions commencent et puis parfois c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de modèle standard, il n'y a pas de réponse standard, je vais dire. C'est un peu compliqué la thématique en effet. D'accord, merci beaucoup Yazid. Je pense qu'on va clore cette séance de questions-réponses. Nous avons largement dépassé le temps qui nous est assigné. Et il y a une question qui est revenue en boucle dans le chat, Yazid, celle de la mise à disposition du matériel, c'est-à-dire la présentation, l'enregistrement. Qu'en est-il? Oui, ce sera fait dès la fin même de la présentation. Je pense que dans la prochaine heure, normalement, ce sera déjà disponible. Je peux y envoyer. D'accord. Oui. Super. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez le support, vous aurez également l'enregistrement pour pouvoir révisualiser ce que vous n'avez pas pu enseigner. Donc, vous avez à l'écran les différents... Yazid, tu peux afficher le slide que tu viens d'enregistrer? Celui-ci? Les liens? Oui. Non, l'autre, le bleu. Ah, ok. Oui, ok, super. Donc, vous avez les différents pages Facebook, Twitter de l'ICANN pour ceux qui veulent s'abonner à l'ICANN, suivre les différentes activités de l'ICANN, interagir aussi sur des questions et tout. Voilà. Donc, vous avez tout ce contenu. Et vous avez également, il y a Yvette qui va vous mettre le nom de la page Facebook également de FGI Côte d'Ivoire et le compte Twitter. Vous pourrez également vous abonner. Nous allons, dans les minutes qui suivent, ouvrir un chat, un fil de discussion sur votre feedback, des questions auxquelles Yazid n'aurait pas répondu. Nous allons ouvrir un fil de discussion sur nos différents canaux. Vous pourrez interagir, poser des questions, peut-être des questions qui n'ont pas été répondues ici. Voilà. Et Yazid, tu me confirmes, je pense que jusqu'à demain, on pourra mettre à disposition le lien pour le prochain webinaire ou ce sera lundi? Disons que ce sera lundi. Ok, donc à partir de lundi, déjà, vous aurez les différents liens pour pouvoir accéder, pouvoir vous enregistrer pour le prochain webinaire. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.
Merci pour vos questions qui ont été très, très enrichissantes. Et également, merci à Yazid qui a fait une excellente présentation. Je pense que ça nous a permis de vraiment ajouter un plus à ce que nous savions déjà et continuer d'inviter toutes les personnes qui souhaiteraient, techniciens, ingénieurs, qui souhaiteraient rejoindre cette série de formations pour encore bénéficier du maximum d'informations. Donc, je laisse le mot de fin au formateur et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Eva. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents du début jusqu'à la fin, d'avoir posé de nombreuses et intéressantes questions. Je dirais juste qu'on reste ensemble, comme on dit, pour la suite et puis que Dieu nous garde. Prenez soin de vous, surtout en cette période de COVID-19. Merci beaucoup. Et à bientôt.